une table ronde qui est sur un thème un peu particulier. Le tourisme a-t-il un genre? Alors, quand on s'est posé cette question, il y a plein de choses qui sont venues à l'esprit. On s'est d'abord dit, finalement, est-ce qu'on parle du client? Est-ce qu'on parle de l'offre? Est-ce qu'on parle des visiteurs? Est-ce qu'on parle des acteurs du tourisme? Dans quel sens prend-on le problème? Et puis, quand on a essayé de monter une table ronde, on a cherché des noms. Sonia Renaud, qui est la responsable de la Fédération régionale des offices de tourisme Pays de Loire, on s'est dit, ça c'est le côté institutionnel, c'est intéressant, on va avoir des chiffres, une photographie, parce que n'oubliez pas qu'on a tous vécu à un moment ou à un autre cette vision en se disant, mais finalement le tourisme c'est super féminisé. Dans les offices, sur les salons, on voit des femmes de partout. Et puis, dans les postes de management, on en voit beaucoup moins. Bon, ça c'était un premier constat. On a continué, puis on s'est dit, ce qui serait bien, c'est d'aller chercher dans le monde privé une femme qui a une expérience. Donc on a regardé, on a trouvé Charlotte Fougère. Charlotte qui est ici avec une double casquette, qui est créatrice de Calice, donc qui va nous expliquer très rapidement ce qu'est Calice, Hospitality and Wine, donc, et qui a comme particularité d'avoir été à la tête d'un petit domaine qui s'appelle juste le château de Pomard, Pomard en Bourgogne, si vous voyez ce que c'est. Donc au milieu d'un monde d'hommes, comment est-ce qu'on arrive à faire son trou? Et puis Charlotte fait aussi partie d'une association qui a une quinzaine d'années, qui n'est pas une association féministe, mais une association de femmes et de femmes du tourisme. Et on verra comment, justement, la mise en lien, la mise en réseau peut contribuer à faire émerger un certain nombre de choses. Et puis, au milieu de ces femmes, on s'est dit, il nous faut un homme. Et si on peut avoir un chercheur, si on peut avoir quelqu'un qui vient du monde universitaire, c'est encore mieux. Et alors là, on est carrément dans une dimension iconoclaste. Et là, on a avec nous un vrai docteur en ethnologie, en ethnographie, avec quelqu'un qui a travaillé sur justement la notion, la base de son travail, c'était genre et sexualité au Maroc, sur l'homosexualité masculine au Maroc. Mais au-delà de tout cela, Marianne est post-doctorant, basée à Angers, et travaille notamment sur la migration au sein du tourisme et la migration féminine, donc avec comme terrain de jeu d'observation Dubaï. Mais au-delà de cette observation de Dubaï de quelques mois l'automne dernier, il y a aussi des transpositions et des réflexions très importantes qui peuvent être appliquées à ce dont on va parler là maintenant au cours de cette table ronde. Alors, voilà, les personnes qui sont en face de nous. Alors, comme on disait précédemment, le tourisme, a priori, c'est un monde très féminisé. Très bien. Bon, comment ça peut s'expliquer? D'abord, est-ce que c'est normal, naturel? Est-ce qu'il y a une part de déterminisme de genre? Est-ce qu'il y a une part de déterminisme social, culturel? Qu'est-ce qui peut nous faire dire ça? Ce sont nos ressentis, c'est de l'observation. Sonia va nous donner quelques chiffres. Et puis, parce qu'on gravite un peu tous dans la formation, on s'aperçoit que quand on regarde les formations en matière de tourisme, en master, en licence, en BTS, on a des promotions quelquefois qui sont à 100% féminines. Donc, comment c'est possible? Donc, on va essayer de décrypter tout ça. Et puis, finalement, est-ce que le fait de parler de cette mixité, je ne parle même pas de parité, mais de cette mixité femmes-hommes dans le tourisme, c'est le cœur du débat? Ou est-ce que le débat, on ne va pas le déplacer vers autre chose, et cette autre chose, on verra dans 3/4 d'heure ce qu'il en sera, mais on a quelques petites idées, et à mon avis, on va pouvoir basculer sur certaines choses. Sonia. Donc Sonia, la FROTSI, mais au-delà des données de la FROTSI... J'avais quelques chiffres, j'espère. Quelques chiffres, parce que c'est important, et ces chiffres sont issus... Vous avez pas ma présentation? Ces chiffres sont issus d'une enquête, d'une étude AGFOS PME, commandée par la 3F, donc les 3 fédérations d'office de tourisme. C'est ça, c'est une radiographie sociale, c'est un observatoire social. Ah, si, quand même. Oui, c'est facile. Si, c'est ça. Si, c'est ça, mais si, voilà. Ça. Merci. Dans l'autre sens. Allez-y, avancez. Ben non, il n'y a que la une. Non, c'est moi qui ai une petite zapette. Voilà. Je parle le langage du coup. On va retrouver. Peut-être.
Merci, c'est pas pratique de C'est bien d'être hyper connecté, vous voyez, on est toujours sur l'humain. On a toujours besoin de ces jambes pour se déplacer. Alors, j'avais juste une petite slide sur la fraude cible pour nous situer et expliquer ce qu'on faisait pour situer un petit peu. Donc, nous sommes une équipe de 3 salariés, 3 filles, et oui, 3 femmes. Et nous œuvrons en fait dans le réseau des offices de tourisme. Nous animons ce réseau par plusieurs leviers. On accompagne les mutations métiers, les mutations structures et les mutations territoires par le biais de formation, un plan régional de formation intermétier, en fait du sur-mesure, en fait de l'hyper personnalisé en fonction des besoins. Et on fait aussi des accompagnements sur mesure en fonction des besoins. Donc ça passe de la gestion prévisionnelle des compétences à management par la qualité, que des questions sur le juridique et le social ou tout autre sujet que le réseau nous demande. Donc quand vous m'avez sollicité pour savoir si le tourisme avait un genre, eh bien, je suis allée voir du côté effectivement des radioscopies nationales, celle de la branche professionnelle qui date de 2015 et qui a audité 623 structures. Donc pour poser le préambule de cette radioscopie, c'est AGFOS PME en fait qui mène cet observatoire social auprès des offices de tourisme, auprès des destinations régions que sont les CRT ou les agences régionales, mais aussi auprès des relais des gîtes de France et des départements avec les CDT ou les agences départementales. Plusieurs thèmes ont été traités, leur profil, la partie calendrier annuel, les congés, tout ce qui est prévention, négociation, masse salariale, la classification et la formation professionnelle. Donc déjà, ça permet d'avoir quelques données, même si ça date de 2015, on n'en est encore pas très loin aujourd'hui. Sans descendre tous les chiffres, mais voilà, ce qui est important, voilà, c'est de fixer les choses et de vérifier exactement, si on n'est que dans le ressenti ou si c'est la réalité. C'est exactement ça. Donc je ne vais pas tout dérouler, mais ce qui ressort quand on regarde les effectifs des profils permanents, c'est effectivement qu'à 77% dans cette branche professionnelle, ce sont des femmes qui sont représentées. Quand on regarde du côté des saisonniers, qui représente une durée de 2,9 mois sur les mois de juillet et août en pleine saison touristique, effectivement 81% retrouvent encore une fois une majorité de femmes qui sont recrutées. Quand on regarde du côté des guides, même constat, 77% de femmes ressortent. Et quand on fait un focus, cette fois-ci, donc j'ai 2 focus sur les managers, une avec une entrée par échelon. Donc quand on se focalise sur la partie par échelon, on s'aperçoit que les hommes sont plus fréquemment à l'échelon 3 que les femmes. 3 dans la convention collective des organismes voilà, à vocation touristique, c'est cadre. 33% versus 15%. Donc vous avez les chiffres qui vont avec derrière et qui viennent de traduire. Vous avez l'ensemble sur l'échelon 3, 19% des effectifs. Et sur ces 19% d'effectifs, vous avez 33% d'hommes pour 15% de femmes. Par contre, si on prend, comme c'est une branche exclusivement féminine, on change nos abscisses et nos ordonnées, on fait l'effet miroir en considérant qu'on a 77% de femmes, on s'aperçoit que le rapport pour l'échelon 3 est de 40-60 en faveur des femmes. Mais c'est à prendre avec relativité, parce que quand on regarde le rapport sur l'échelon 1 et l'échelon 2, là on a une surexposition des femmes sur les autres échelons. 1 et 2. La convention collective, les échelons, ça vous parle? Oui. Échelon 1, c'est employé. Échelon 2, agent de maîtrise technicien. Échelon 3, cadre. C'est ça. Je vous ai mis aussi des petits chiffres sur la masse salariale, parce que peut-être aussi c'est un vecteur qui peut refroidir les hommes sur la masse salariale. Si on parle de valorisation des métiers, voilà, des compétences. Exactement. Donc vous avez le salaire brut moyen, c'est une moyenne de branches professionnelles. Et après, on peut aller dans les détails et faire des focus uniquement sur le réseau des offices de tourisme. On descend encore de 5 000 € quand on fait le focus office de tourisme sur la moyenne brute.
Ensuite, nous avons fait quelques petits focus pour voir à l'échelle de notre réseau, le réseau des offices de tourisme. Donc on a 68 offices de tourisme, 125 BIT, ce qui fait 193 bureaux d'information touristique. Points d'accueil pour 400 équivalents temps plein. Quand on regarde les profils des managers sur les 68 structures, nous avons 44 femmes pour à peu près 20 hommes. Bon, j'en avais quelques-uns qui n'étaient pas renseignés, il faut que j'aille creuser les profils qui ont été recrutés ou des recrutements qui sont en cours. Donc ça fait un petit 29%. Ensuite, on a fait des petits focus sur les formations, parce que chaque année, on déploie énormément de formations. Et comme c'est un réseau qui est majoritairement représenté par les femmes, on s'aperçoit que sur nos formations, on a 6% d'hommes. Et j'ai regardé 2017, pareil, on était entre 6 et 10%. L'année d'avant, pareil. Donc les tendances sont lourdes et se répètent. C'est ça. Et puis, on peut même aller sélectionner par thématique, savoir quand on a des hommes, sur quelle thématique ils viennent. Donc là, on le voit, sur les thématiques de management et de ressources humaines, tout ce qui est stratégie et système d'information touristique ou tout ce qui est stratégie digitale. Alors la vraie question, vous avez commencé à ouvrir le débat. Est-ce que c'est ça la question du genre? On fait homme contre femme? Ou est-ce qu'on va creuser plus davantage du côté de la valorisation de nos métiers, la valorisation des compétences? Est-ce qu'il n'y a pas une méconnaissance en fait, des métiers qui existent dans le réseau du tourisme? Voilà. Est-ce qu'on soulève effectivement la valorisation salariale? Qui peut être un frein pour certaines personnes qui veulent monter très très vite dans les échelons. Est-ce qu'on soulève la formation et le contenu de formation? Voilà, enfin, on ouvre plein de sujets derrière. Plein de sujets, et on pourrait presque passer une journée complète à débattre autour de ces sujets. Ça, c'était pour le monde institutionnel, et vraiment, a priori, les ressentis que nous avons ne sont pas que des ressentis, c'est une réalité. Charlotte, là, on était dans le monde institutionnel. J'ai failli dire la vraie vie, mais je vais me faire écharper. Je vais finir au fond dans le monde privé. Est-ce qu'on a ce retour-là? Est-ce que quand on travaille et quand on est issu du monde de la viticulture, être une femme, c'est simple? Comment est-ce qu'on y arrive? Alors écoutez, je vais vous parler de mon expérience à la fois avec donc, ma société Calis, mais également en tant que membre du réseau Femmes du Tourisme. Donc Femmes du Tourisme en quelques mots, puisque je ne sais pas si vous connaissez tous cette association. Femmes du Tourisme est une association qui regroupe les cadres et les dirigeantes du monde du tourisme. Donc nous nous associons de manière à pouvoir partager nos expériences et globalement pour également avoir de la visibilité sur l'évolution des carrières des femmes dans le milieu du tourisme. Souvent, les mots que vous utilisez à l'occasion de vos présentations, c'est il faut leur donner confiance, il faut les pousser à oser beaucoup plus, à entreprendre, à s'entourer et à vraiment travailler en réseau. Exactement. C'est la mission clé de cette association qui aujourd'hui regroupe 115 membres et on a autant des dirigeantes de très grandes entreprises touristiques françaises que des chefs d'entreprise en termes de proportion. On a à peu près 60% de cadres et le reste de chefs d'entreprise. Donc dans le cadre de cette association, on essaye justement de se poser la question de la place des femmes dans le tourisme, avec un constat qui est celui pour les cadres et dirigeants d'entreprise, qui est que globalement, on rejoint complètement ces chiffres-là, mais bon, 2/3 des postes de management des grandes entreprises touristiques sont occupés par des hommes. Donc, quid du rôle des femmes, et notamment puisqu'on voit que les formations touristiques sont quand même plutôt... les femmes sont plus représentées dans ces formations de base. Donc on a un sujet très important, je pense, en termes de justement évolution des carrières. Alors après, on peut évidemment tomber dans les vieux clichés. La femme, c'est l'accueil, la réceptionniste, etc. Bon, évidemment, on l'a tous entendu. Peut-être que dans certains milieux, ça existe encore. Pour faire le pont entre tourisme et viticulture, forcément, oui, quand on arrive en tant que jeune femme à la tête d'un domaine viticole, au départ, il y a quelques appréhensions parfois de la part des équipes qui sont essentiellement en effet des équipes masculines. Globalement, on a un message qui est plutôt très positif et je pense que voilà, les actions qu'on essaye de mettre en place pour donner confiance et que les femmes osent et que notamment les femmes osent entreprendre et globalement pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce qu'on est très heureuse de pouvoir participer à une journée sur l'innovation et sur la place des femmes entrepreneuses dans notre milieu.
on voit que, effectivement, dans certains domaines, il faut quasiment montrer patte blanche. Et est-ce qu'il ne faut pas, et notamment dans le domaine de la viticulture, en faire un peu plus pour être encore plus crédible, pour être plus performante? Alors c'est toujours un sujet qui revient, mais en effet, est-ce qu'il faut se justifier d'être une femme pour avoir un poste de direction? Alors sachant que la spécificité du château de Pommard est évidemment d'être extrêmement tourné vers l'onotourisme. Sinon, on ne parlerait pas de tourisme aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas faire que du vin. Le domaine accueille à peu près 30 000 visiteurs par an. Donc globalement, sur la crédibilisation, oui, souvent on en fait plus. En tout cas, on en fait plus au début, puisqu'on ressent parfois un besoin de devoir prouver les compétences que l'on a, peut-être probablement plus qu'ailleurs. Mais à l'inverse, globalement, on se rend très rapidement compte que le jugement se fait avant tout par rapport à nos actions. Et quand bien même si l'accueil parfois peut être un peu frileux, au fur et à mesure de la mise en place d'une stratégie de développement et surtout l'annonce des premiers résultats, on se rend compte que la confiance se construit essentiellement sur le cœur de notre sujet qui est le travail. Ce qui est une bonne nouvelle. Marianne, on dit tous que le tourisme est hyper mondialisé, il y a une très forte internationalisation. Aujourd'hui, il influence des mouvements, il influence la migration dans le monde. Vous avez travaillé sur Dubaï notamment, et dans le tourisme sur Dubaï, et un constat, énormément de femmes travaillent dans le tourisme à Dubaï. Mais finalement, pas que. Oui, alors juste un petit truc, je m'appelle Marien. Marien, oui, pas Marien. oui. Voilà, non, mais c'est normal, ça arrive souvent. Oui, donc déjà, juste pour remettre un petit peu le point de vue depuis lequel je m'exprime. Donc je suis anthropologue. L'anthropologie, c'est principalement construit à partir d'enquêtes de terrain, de longue, de moyenne ou de longue durée, qui consiste à rencontrer des gens, discuter avec eux sur un temps plus ou moins long, comme je l'ai dit, faire des entretiens et faire des histoires de vie. Donc moi, je suis parti dans le cadre de mon contrat postdoctoral à Dubaï, mais à la base, je suis parti pour m'intéresser à la migration à travers les métiers du tourisme des populations d'hommes et de femmes issus de l'immigration française, deuxième génération, troisième génération. Et quand je suis arrivé à Dubaï, donc le principe de l'anthropologie, c'est de se laisser un peu aller aux rencontres. Et j'ai rencontré à peu près une quarantaine de personnes, et à ma grande surprise, principalement que des femmes. Donc par rapport à ce que vous venez de dire, parce que je suis assez novice aussi sur le secteur du tourisme et sur la problématique du tourisme, ça rentre totalement en corrélation avec les statistiques que vous avez montrées, d'autant plus que ces femmes qui migrent dans le métier du tourisme, c'est parce qu'elles ont conscience également qu'en France, le marché du travail ne va pas leur offrir tout de suite des opportunités alors qu'elles ont fait une école de commerce et qu'elles peuvent prétendre à un travail de manager et à des postes de responsabilité. Et elles savent qu'à Dubaï, on peut rapidement déjà avoir un travail. Certes, pas forcément bien payé dans un premier temps, mais le logement est payé, il y a des conditions qui font que on va faire le sacrifice et surtout que professionnellement, on va pouvoir s'inscrire dans une promotion sociale rapidement. Ce qui veut dire, effectivement, j'allais venir là-dessus, ça veut dire qu'ici, le tourisme comme vecteur de promotion sociale, c'est pas vrai pour tout le monde. C'est pas vrai pour tout le monde et ça l'est encore moins quand on est une femme issue de l'immigration. Et ça, c'est un autre problème, un vrai problème que j'ai pu remarquer là-bas, puisque le 3/4 des femmes que j'ai rencontrées sont d'origine marocaine, algérienne, etc., mais qui sont françaises, hein, donc qui sont nées en France, etc., et qui, en plus d'avoir eu du mal à trouver du travail dans le secteur du tourisme, ont parfois subi également des discriminations, notamment sur des travails liés à l'accueil, où parfois il y avait des réflexions du style bon, est-ce que vous pouvez ranger vos cheveux quand on a les cheveux frisés, etc., etc. Et donc ça a également induit une migration à Dubaï pour résoudre également ce problème et s'inscrire dans une promotion sociale. Ce qui veut donc dire aussi, puisque vous disiez qu'on avait y compris des jeunes femmes issues de formation à école de commerce, qu'on a aujourd'hui des pertes de compétences, alors qu'on est en train de dire que finalement, on va peut-être revenir là-dessus tout à l'heure, mais que dans la formation, les formations du tourisme, on met énormément l'accent sur tout ce qui est histoire, patrimoine, éléments sociétaux, mais finalement,
le business, le marketing, c'est pas ce sur quoi on travaille le plus. Et là, on a des gens formés que l'on forme et qui partent. Je pourrais pas affirmer ça parce que j'ai connu une quarantaine de personnes. Sous cet angle-là, dans le cadre de cette observation. Oui, et surtout des jeunes femmes qui sortent de leurs études. C'est-à-dire qu'ils vont pas prendre le temps de galérer, hein, j'ai envie de dire, à trouver un premier emploi et d'être parfois sous-employés dans le secteur, notamment de l'hôtellerie, pour ensuite montrer patte blanche, comme ce que vous avez dit tout à l'heure, attendre et de voir tous les hommes qui passent devant elle, parce que c'est quand même ce qu'on m'a raconté donc sur ces discours-là, sur ces parcours-là. Donc, quand on parle de valorisation des métiers, Sonia, il y a un certain nombre de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a les compétences, il y a les métiers, il y a l'ancienneté. Et est-ce qu'il y a un gros turnover dans ce monde du tourisme institutionnel? C'est-à-dire, une fois qu'on y rentre, est-ce qu'on fait 30, on a vu tout à l'heure la moyenne, c'est 10,6 ans en termes de... Donc c'est pas tant que ça finalement le turnover. Quand on regarde la valorisation des métiers, on a la chance d'avoir un référentiel national des métiers, un référentiel Horizon. Il y a énormément de missions derrière et qui sont décortiquées dans ce référentiel national et qui font appel à des compétences qui vont très très loin, depuis la veille à la méthodologie de projet jusqu'à l'analyse et autres. Mais on a, et on constate, je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur l'attractivité et la partie business, je pense des marges de progrès sur toute cette partie-là. On sait aujourd'hui que l'enjeu d'une destination, c'est de faire retomber, de faire augmenter l'attractivité du territoire, avoir des retombées économiques directes, indirectes, et de pouvoir les mesurer. Et je pense que notre difficulté, elle est là, je parle pour le réseau des offices de tourisme, c'est de montrer ces retombées économiques, de montrer que pour 1 euro investi, on a tel retour. On n'est pas assez, pour moi, dans la culture d'entreprise. Alors l'intention est là, plein de choses sont mises en place pour passer ce cap-là, mais on manque cruellement de compétences, en fait. On cherche toujours à aller chercher des entreprises hors filière de tourisme pour nous aider, pour apprendre, pour acquérir de la méthodologie et effectivement des profils pour mettre en exergue tous ces indicateurs de performance ne sont pas assez, pour moi, poussés si on va du côté de la culture d'entreprise. Ça veut dire, Charlotte, vous, dans le milieu dans lequel vous évoluez, votre quotidien, ce sont des indicateurs, on parle performance, on parle efficacité, on parle business plan, on parle marketing digital. Tout à fait. Donc, avec ma société Calis Hospitality and Wines, notre métier est de valoriser les vignobles à la fois donc pour les propriétaires de domaines viticoles et également pour les destinations. Donc, on travaille sur tous les pans de l'expérience client, dans lequel évidemment la digitalisation des parcours clients est extrêmement importante, et on travaille également sur le financement de grands projets de réaménagement de domaines. Donc on est également spécialisé dans la levée de fonds, spécialisé pour le développement de ce type de projet. Évidemment, généralement c'est des projets qui sont extrêmement coûteux en termes d'investissement, donc dans notre métier on parle beaucoup en effet KPI, rentabilité, et on recherche des personnes compétentes sur le sujet. Et c'est vrai que dans les personnes avec qui l'on travaille, que l'on recrute, on se confronte raisonnablement, en tout cas sur la partie ono-touristique, un propos qui reste extrêmement dans les formations, si je puis dire, alors pas dans le mauvais sens du terme, hein, mais une approche très territoriale, mais une approche business qui fait défaut. Et c'est vrai que en tant que dirigeante d'entreprise, on peut pas, c'est compliqué, sauf à faire des contrats en alternance, etc., mais d'apprendre à un étudiant à faire un compte de gestion. Un compte d'exploitation, ce sont censés être les bases qui sont apprises lors des formations, et donc on se retrouve parfois à embaucher des personnes issues de formations business school classiques et on les tire vers notre expertise sectorielle. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, à partir d'une porte d'entrée où on parlait des relations hommes-femmes, de la mixité et le tourisme a-t-il un genre, on en est déjà beaucoup plus loin, on a poussé le curseur et là on parle vraiment de compétences, on parle de business plan, on parle de valorisation des parcours et finalement notre tourisme institutionnel, il est peut-être encore beaucoup trop culturel, beaucoup trop patrimonial. Alors, je ne me permettrai pas de dire ça exactement, mais je pense qu'on met le cœur sur une question cruciale, c'est-à-dire quelle est l'image de l'industrie du tourisme
et comment il est perçu au plus haut niveau, notamment de l'État. C'est-à-dire... Est-ce qu'on a un ministre du tourisme? Question, connaissez-vous le nom du ministre du tourisme? Et je pense que voilà, la dévalorisation et globalement le fait de mettre à l'écart ou de dire que les formations touristiques, on est sur les fonctions d'accueil et on reste sur le BTS, etc., c'est complètement faux. Et on est sur l'une des industries les plus porteuses pour l'économie du pays. Et le tourisme en plus reflète une variété de métiers très importante. La situation n'est pas la même pour le monde des agences de voyage, pour les hébergeurs, pour les prestataires d'activités. Et globalement, justement, cette diversité fait appel à des compétences qui sont pour le coup généralistes sur le montage de projets, le développement business d'une entreprise. Je ne sais pas exactement quelles sont les formations des entrepreneurs qu'on a eu la chance d'écouter aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre qu'ils soient tous issus d'une formation tourisme. Donc pour moi, la question est posée en effet sur l'évolution de ces formations de manière à pouvoir coller aux besoins des entreprises et à notre capacité à pouvoir recruter les profils qui correspondent aux besoins. On a la chance d'avoir un chercheur avec nous. Finalement, il y a peu de travaux qui tournent autour de ces sujets-là, quand on regarde un peu la littérature universitaire. Alors, déjà, si on prend la littérature universitaire sur le genre, la France est très en retard, hein, puisque c'est plus des thématiques qui ont été développées dans le monde anglo-saxon. Et pourquoi on est en retard Pourquoi on est en retard? Je pense que c'est comme les problèmes liés à la colonisation, il y a une espèce de déni sur les situations de domination, sur les situations qui bloquent la société. Je pense que j'ai pas la peine de faire tout un débat là-dessus, on en a la preuve en ce moment avec tout ce qui se passe sous notre présidence. Et l'institutionnalisation des études de genre à l'université se fait très lentement. Si on prend le panorama universitaire français, il y a très peu d'universités qui ont des départements entiers consacrés aux études de genre. On a la chance d'en avoir un à Angers, mais il est à distance, hein, c'est un enseignement à distance. Donc déjà, il y a ce problème-là. Le tourisme, j'ai envie de dire, c'est un petit peu la même chose, hein, c'est quand même en marge, les études sur le tourisme sont quand même relativement en marge, même s'il y a l'Estua ici à Angers. Donc la combinaison des deux ne se fait pas. D'ailleurs, le colloque de recherche scientifique qui se déroule dans le cadre du FIT n'a pas inclus le genre, et la question du genre vient finalement des rencontres professionnelles. Donc je trouve que là déjà, c'est quelque chose d'assez remarquable à ce niveau-là. Donc les recherches, il y en a très peu. Il y a quand même une recherche qui a été faite sur les études de genre et le tourisme en 2010, qui a été publiée sur l'Organisation mondiale du tourisme en partenariat avec ONU Femmes, et qui montre tout ce qui a été dit là, mais d'un point de vue beaucoup plus international. Donc oui, il y a une rencontre clairement à faire entre le milieu universitaire, le tourisme et le genre, et je pense de manière assez urgente. Est-ce que pour contribuer au débat, une association comme Terre de Femmes peut être aussi une association qui pose un certain nombre de questions et qui, le cas échéant, peut aller jusqu'à bousculer un peu le contenu des formations, parce que l'idée, c'est de provoquer aussi le débat? Alors oui, au sein de l'association, nous avons plusieurs commissions et nous travaillons évidemment sur ces sujets que nous essayons de faire remonter au sein du ministère, notamment de l'Éducation. Alors, est-ce que ça se met toujours en place? Pas forcément, mais nous œuvrons évidemment en ce sens. Et beaucoup de membres de Femmes du Tourisme essayent aussi de garder du temps pour pouvoir intervenir dans les masters professionnalisants et pouvoir partager l'expérience du monde privé au sein des formations, notamment de l'Estua, et la directrice de l'ESCAET notamment est membre de notre association, donc elle fait beaucoup pour la formation professionnelle dans le tourisme. Pendant que vous avez le micro, Calice Hospitality and Wine, l'hospitalité, souvent, c'est une valeur féminine. Donc, on continue à s'enfermer dans ce schéma? Il y a évidemment ces vieux clichés, comme je les appelle, dans les milieux... Alors, je pense que c'est davantage dans le milieu institutionnel. Si je pense aux offices de tourisme, notamment sur la fonction accueil, je pense que tu pourras en dire davantage. Oui, est-ce qu'il y a une corrélation ancrée sur ça? Peut-être.
Mais est-ce que cette tradition évolue? Oui, et fort heureusement. Moi, j'ai la chance de côtoyer au quotidien des femmes entrepreneurs et on a également des réseaux type femmes de vin, etc. Donc, la féminisation des activités de direction de nos entreprises, au contraire, on le voit comme l'opportunité de pouvoir travailler sur des sujets du type flexibilité du temps de travail, meilleure organisation de la dimension vie personnelle, vie professionnelle. On travaille donc sur également le besoin d'indépendance, la capacité de s'exprimer, la capacité d'innover. Et nous avons également la chance d'avoir, par exemple, au sein de l'association Femmes de Tourisme, des hommes qui sont également PDG de grandes entreprises touristiques et qui sont des fervents supporters de nos actions. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que l'effet réseau joue. On a parlé du côté des valeurs de l'hospitalité. Souvent on dit c'est intéressant dans les groupes projets de mélanger hommes-femmes parce que la créativité s'en trouve accrue. Donc là aussi on est sur des clichés. Ou est-ce que par exemple on peut quand même peut-être considérer que les femmes sont plus facilitatrices dans la vie? Alors écoutez, je pense que ça dépend quand même de la personne que vous avez en face de vous. Alors après, il y a plein d'études qui disent qu'en effet les femmes sont de meilleures communicatrices peut-être. Ce qu'on voit, c'est que notamment dans les évolutions professionnelles au sein de l'entreprise, il y a évidemment le rapport homme-femme, les inégalités salariales, etc. Mais il y a un rapport dont on parle un petit peu moins, c'est le rapport femme à femme. Et je pense que dans les entreprises, toute entreprise, et pas seulement les entreprises touristiques, c'est un sujet qui est important de savoir, est-ce que le fait de s'assumer en tant que femme sur un poste de cadre, confrontée dans une équipe avec d'autres femmes, est-ce qu'il y a justement parfois des notions peut-être de rivalité, de compétition qui sont encore plus fortement présentes que dans le rapport homme-femme? Chacun, là, je renvoie chacun à son quotidien et à sa réalité, en effet. Du coup, le débat homme-femme, Sonia, on a commencé à évoquer que, en fait, le débat, il se déplaçait. À partir de cette question, on arrive vraiment sur la gestion RH, on est vraiment sur la gestion des compétences, des formations. Gestion des systèmes. Gestion des systèmes, de l'organisation du temps de travail, sur la flexibilité du temps de travail. Ça veut dire que, y compris dans le monde du tourisme institutionnel de l'accueil, on est aujourd'hui encore dans des schémas de pensée qui datent et qui sont issus des années 90, début des années 2000. Alors, ça bouge quand même, parce qu'on est quand même, je parle pour le réseau des offices de tourisme, un réseau agile qui subit énormément de mutations. On a eu tout l'avènement de la stratégie digitale suite à cette veille comportementale qui évolue tout le temps, donc on est obligé d'être agile. Donc pour être agile, il faut être inventif, il faut oser innover. Et pour innover, il faut se mettre dans des processus créatifs. Donc ça, sur le réseau, quand même, je trouve que ça bouge pas mal et de plus en plus innovant pour devancer ces veilles comportementales et pas être toujours dans le postulat « je subis cette veille comportementale ». Il y a la réforme des structures, la fameuse loi NOTRe, qui a repensé complètement le maillage territorial, qui fait qu'on est obligé de travailler différemment dans des lieux mobiles, sur des grandes destinations, avec des flux quand même importants. Donc c'est comment on crée du lien dans une équipe et comment on imagine ce nouveau management organisationnel dans des lieux complètement différents et comment on crée du lien. On a beaucoup parlé aujourd'hui des émotions, du sens, quel sens on y met, quel projet on dessine, au service de quoi on travaille, au service de qui, de quel travail, de quel élu aussi. Donc le projet est au service de quel élu et comment on le fait passer derrière, effectivement, comment les élus sont séduits par ce projet et quels indicateurs économiques on y met derrière pour qu'ils soient séduits. Parce que il y a la rentabilité, il y a de l'investissement, on demande aux offices de tourisme de plus en plus d'être dans des parties d'autofinancement, de baisser un peu la part du poids des subventions pour rentabiliser. Donc pour pouvoir rentabiliser, il faut qu'il y ait un projet d'entreprise avec de la rentabilité, des indicateurs de performance et d'évaluation et qu'on puisse les mesurer tout le temps, quoi. Donc, alors, autant on peut essayer, on peut espérer mesurer l'efficacité des structures, autant quelquefois on peut aussi regretter des circuits de décision politique trop longs. Ah, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Alors, tout dépend des formats. Hein. Le réseau des offices de tourisme est un bon exemple parce que vous avez des SPL, vous avez des EPIC, vous avez des régies, des SPIC, des SPA, des associations. Enfin bref, et à chacun son fonctionnement, à chacun sa commande politique, à chacun un projet et à chacun des orientations différentes. Donc, et quelquefois avec des sas de décisions qui sont bien trop longs et qui viennent à contresens en fait de l'agilité et du fait que le client il est là, lui il n'attend pas et que son comportement change tout le temps et qu'on a intérêt d'être à la pointe et avoir cette capacité à inventer qui se renouvelle tout le temps. Donc ça coûte cher aussi. Il faut pouvoir aussi avoir les élus qui financent sur cette capacité à inventer et à innover. Ça c'est pas toujours facile. Marien, à partir de l'observation sur cette migration qu'on a pu voir, est-ce qu'il y aurait moyen de rapatrier, récupérer ce type de compétences qui finalement est parti ailleurs maintenant? Si je me base sur les discours et ce que l'on m'a raconté, pas dans l'immédiat, j'ai l'impression. Parce qu'une fois qu'on est parti dans des hubs, ce qu'on appelle des hubs, c'est des sociétés qui se développent très très vite et qui produisent des promotions sociales très rapidement, ça appelle une autre migration vers Singapour, vers la Chine, etc. pour éventuellement penser à un retour en France, mais un retour en France qui se fera, j'invente rien, par le haut. C'est-à-dire que revenir en France, ce serait retourner sur un marché du travail peu dynamique, peu reconnaissant, et ça rejoint un peu ce que vous disiez sur effectivement les compétences sur le marché du travail du tourisme qui viennent des business schools, etc. et qui finalement peinent à être reconnues en tant que telles, quoi. Et je parle surtout des personnes qui n'ont pas fait des écoles de commerce, qui sont passées par les écoles hôtelières et qui sont montées ensuite, qui sont devenues managers, etc. et qui là pour le coup n'ont pas envie de rentrer en France, voire même qui restent à s'installer à Dubaï. Et est-ce qu'on a, issu d'autres pays, et je pense notamment à des pays de l'Asie, est-ce qu'on a le même type de comportement avec finalement cette dimension promotion sociale qui bloque dans ces pays et qui provoque de la migration aussi? Ou est-ce que c'est une spécificité chez nous? Non. Non, alors je peux que parler de Dubaï parce que je connais pas les autres sociétés. Bon, Dubaï, clairement, c'est une société qui est construite, enfin les Émirats Arabes Unis, c'est une société qui est construite essentiellement par la migration. 80% de la population émirienne, ce sont des émigrés qui viennent effectivement des pays d'Europe, mais principalement de l'Inde et des pays asiatiques, avec l'Inde en première migration. Il faut savoir aussi que le marché de l'emploi là-bas est très hiérarchisé, donc ça veut dire que les personnes qu'on va trouver en haut du panier entre guillemets, ce sont les Européens, et les personnes qui vont être plus dans les métiers de service à la personne directe, comme waiter, serveur, etc. Ça va plus être des Philippins, des Indiens, des Pakistanais, etc. Donc c'est quand même très hiérarchisé en fonction de la nationalité, mais dans tous les cas, ça génère de toutes les manières une migration depuis leur pays parce qu'il y a quand même une amélioration sociale de leur niveau de vie. Donc c'est à la fois paradoxal, c'est des situations très paradoxales là-bas. D'accord. Charlotte, si on regarde un peu le monde de la com, le monde de la séduction et du tourisme que l'on pratique, est-ce que l'on fait vraiment du marketing ? Est-ce qu'on parle vraiment de marque, de stratégie de marque, de destination? Alors c'est une très bonne question. On a tous vu la nouvelle campagne Air France qui est sortie l'année dernière, très féminisée. Est-ce que forcément être dans le registre de la séduction globalement impacte négativement l'image de la femme? Très sincèrement, le problème dans ce cas-là n'est pas français, puisque la plupart des destinations utilisent entre guillemets l'image de la femme pour se promouvoir. Mais je pense que le sujet qui est derrière ça, c'est pas tant femme ou pas femme sur la campagne, c'est plutôt quels sont les territoires de marque que l'on a vocation à promouvoir, et notamment à promouvoir à l'international. Ça fait un petit peu le pont avec ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire on est dans une économie extrêmement compétitive avec des offres, si je parle par exemple de l'onotourisme de niveau mondial qui se développe extrêmement rapidement aux États-Unis, au Chili, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud. On dit la France est le pays du vin, d'accord, mais
comment les vignobles français se visitent et est-ce qu'ils sont vraiment à la pointe. Je peux vous dire de mon expérience, moi qui voyage beaucoup, et on a des projets notamment en Inde, en Croatie en ce moment, des territoires qui sont moins connus pour le vin se développent d'autant plus vite sur l'onotourisme. Donc pour revenir à ce point de stratégie de marque, ce qui est intéressant, c'est que une marque qui va être sexy pour des clientèles internationales ne correspond pas forcément aux limites territoriales du territoire. Et on se retrouve, pour prendre l'exemple par exemple de la Bourgogne et du rattachement Bourgogne-Franche-Comté, oui, c'est sûr que ça pose des problématiques qui sont pour les institutionnels des problématiques extrêmement compliquées à gérer sur comment pouvoir lancer une campagne de destination en essayant de tout mettre dedans. Et c'est la question du choix. Et qui peut prendre ce choix? Est-ce qu'un élu est un marketeur suffisamment affûté pour pouvoir faire ce type de décision, ou est-ce que le conseil des agences de com parfois peut être aussi pris en compte? La question est ouverte. On en parlera après. Je suis l'ancien directeur du CRT Franche-Comté, donc je connais bien le sujet. Mais on parle de com, mais aussi on parle de budget, du coup. Bien sûr, et ça, je pense que c'est vraiment l'un des sujets fondamentaux. Pour vous donner un ordre d'idée, le budget de promotion des vignobles français au sein d'Atout France, donc pour le cluster, on est à peu près sur un budget d'1 million d'euros pour l'ensemble du pays. Et dans le même temps, la concurrence ? Eh bien, par exemple, si je vous donne simplement le budget de promotion de l'organisation de Napa Valley, ils sont plus autour de 23 millions. Donc évidemment, on est sur des rapports qui sont complètement déconnectés, et pourtant on accueille plus de visiteurs en nombre dans les vignobles français en termes de flux. Mais la question n'est pas seulement le flux, la fréquentation. Nos questionnements sont évidemment le chiffre d'affaires que ça génère et toutes les externalités positives que c'est censé générer pour le territoire et le développement économique, et également donc tous les prestataires touristiques. Donc à partir de cette question banale, mais qui quand même prend place au milieu d'une journée de l'innovation, le tourisme a-t-il un genre? On voit rapidement qu'on déplace les curseurs et que l'on est sur un débat qui a trait aux compétences, à la formation, au contenu, au marketing. J'aurais presque tendance à dire au vrai marketing. Je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'un marketeur du privé rentre au prix que l'on paye entre guillemets les gens dans nos réseaux institutionnels. Je ne suis pas sûr qu'ils viennent travailler avec nous. Je pense qu'on doit être dans des ratios de 3 à 4 fois, voire 5 fois d'un point de vue budget. Donc on déplace ce curseur, ce qui ne veut pas dire que tout est perdu, bien entendu, et qu'il ne faut rien faire. On voit qu'il y a des travaux à mener, qu'il y a des prises de conscience au niveau de l'université. Marien en est un des exemples, mais comment faire pour faire bouger justement cette grande institution qu'est l'université? Comment? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des commandes qui viennent du terrain? Il faut qu'il y ait des commandes qui viennent des collectivités? Est-ce qu'il faut que ça soit le secteur privé qui saisisse, qui pose des questions? À l'échelle d'un post-doc, comment est-ce que l'on peut aujourd'hui apporter des réponses? Juste à l'échelle d'Angers, tout simplement. Je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment c'est le mois du genre à Angers. Donc c'est un mois où il y a plein de manifestations à la fois scientifiques et non scientifiques autour des questions de genre. Je tiens juste à rappeler que le genre, c'est pas forcément les femmes, hein, c'est plutôt les relations de pouvoir qu'il existerait entre les hommes et les femmes qui donneraient lieu à des relations de domination. Vous avez Pauline Boivino là, qui est dans la salle et qui est en charge de la coordination du mois du genre. La première des choses à faire aurait été peut-être qu'il y ait une meilleure communication entre les différents acteurs, ne serait-ce qu'au niveau local, pour allier tourisme, genre et par exemple innovation, marketing, enfin, tout ce que vous avez dit avant, pour créer des réflexions communes. Je pense que c'est d'abord là que les choses elles se passent, et c'est les projets de ce type-là qui peuvent ensuite faire émerger une réflexion plus collective et commune. Il y avait une main qui se levait dans le public. J'ai une petite question pour Madame Charlotte Rougère, parce que j'ai vu que vous avez fait déjà une étude
pour le chiffre des genres impliqués en tourisme. Est-ce qu'il existe un site où on pouvait trouver ce chiffre? Alors sur le site de l'association Femmes du Tourisme, vous avez le baromètre Femmes du Tourisme qui est publié, donc le dernier a été publié en 2007. En 2016, on essaye de le mettre à jour tous les 2 ans et vous retrouvez en effet les chiffres dont j'ai parlé sur cette étude qui a été faite de manière conjointe avec la DGE, donc le ministère de l'économie. Merci, ça m'intéresse beaucoup parce que, pas parce que je suis une femme, mais comme je suis très nouvelle dans ce métier, ça va m'aider à comprendre pourquoi les femmes s'impliquent plus que les hommes en tourisme. Alors écoutez, moi j'essaye de ne pas faire de discrimination positive pour les hommes. Et quand bien même mon équipe est très féminine, pour tout vous dire, au sein de notre équipe de direction, nous sommes 3 femmes. Et dans notre équipe, nous avons d'ailleurs beaucoup des chefs de projet qui sont des hommes. À l'inverse, est-ce qu'être une femme est un petit plus? Très sincèrement, encore une fois, pour moi, le sujet n'est pas homme ou femme. On est vraiment sur le sujet des compétences et de la valorisation de ces compétences et comment les femmes assument le fait de pouvoir montrer leurs compétences. Merci beaucoup. Pendant que je suis par ici, remarque, question, interrogation, doute? Oui. Petite question, parce que je suis dans le tourisme depuis quelques années. Je suis issu de parents qui se sont connus en école de tourisme, et j'ai une fille qui a fait bien sûr l'école de tourisme et qui est guide. Guide dans le tourisme depuis 3e génération. Et en fait, je me pose la question, j'ai également donné des cours et j'ai toujours eu des filles, enfin des jeunes filles ou des étudiantes. Et je me demande, est-ce qu'on a posé les questions de pourquoi les filles font du tourisme? Est-ce qu'on a déjà posé à l'école, juste au BTS, en entrée d'école, pourquoi elles font du tourisme? Pourquoi les hommes ne se présentent pas? Il y a tout un pan des études de genre qui sont ce qu'on appelle le CARE, qui sont une réflexion critique sur pourquoi il existe des professions qui sont plus féminisées que d'autres. Donc par exemple le métier d'infirmière, le métier d'institutrice, etc. Et ça vient d'une espèce de, on va dire, d'intériorisation globale, collective, sociale, qui place automatiquement les femmes, qui a automatiquement placé les femmes dans des tâches subalternes. Et je crois que le métier du tourisme, le secteur du tourisme n'a peut-être pas été suffisamment questionné de ce point de vue-là, ce qui fait qu'il existerait à la sortie, c'est une hypothèse, hein, je ne peux pas vous affirmer clairement que c'est vrai ce que je suis en train de raconter, mais qu'il y aurait une espèce d'atavisme, une espèce de direction qui se prendrait automatiquement à la sortie du lycée vers des directions dans ces secteurs-là. Par exemple, moi cette année j'ai donné des cours à l'Estua en enquête ethnographique. J'ai posé la question du genre justement pour leur demander, mais alors la question de réflexion c'était quels sont les déterminants en gros des pratiques touristiques? Pourquoi les touristes font ce qu'ils font quand ils vont faire du tourisme? Et je leur ai demandé de réfléchir sur la question du genre et également des sexualités. Et en fait j'ai été étonné du manque de recul critique qu'ils avaient sur qu'est-ce que c'est le genre, au-delà du fait que les femmes elles font ça, les hommes ils font ça, et j'avais des réflexions, des hypothèses qui partaient du style on va travailler, les femmes elles vont plus faire un tourisme de shopping. Ouais. Donc elle me disait oui mais monsieur on croit pas vraiment à ça, mais c'est juste qu'on va se poser la question. Je fais non là on va essayer d'aller au-delà. Donc je pense qu'il y a aussi à l'intérieur du secteur du tourisme pas une réflexion peut-être pas très critique sur pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils vont y faire, qui ils vont rencontrer, quel va être leur métier plus tard. Mais après ils sont jeunes, je veux dire, moi ils avaient entre 20 et 22 ans, donc ils ont encore le temps de réfléchir et de critiquer tout ça. De la même manière, j'ai participé quand j'étais en Bretagne, souvent au printemps de l'entreprise, donc on intervenait à partir du mois d'avril dans des lycées pour justement expliquer certains secteurs d'activité en direction des lycéens avant leur choix. Ça remonte déjà il y a quelques années. Et il y avait toujours énormément de monde quand on parlait de tourisme ou de communication, et effectivement c'était très féminisé. Par contre, quand je leur posais la question pourquoi le tourisme est un secteur d'activité qui vous intéresse, pour les voyages, on veut voyager, ça a l'air facile et puis ça n'a pas l'air d'être très compliqué comme métier.
Ben si, aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a du professionnalisme, il y a du contenu. Et pour rebondir sur ce point, alors de mémoire, c'est Amadeus qui avait fait une étude dans les années 2012-2013 sur le sujet. Si on se met dans la position du touriste et de la cellule familiale, donc dans la sphère domestique, quels sont les critères de choix d'un voyage et qui prend la décision de la destination, des activités, et donc qui organise le voyage. Et c'est vrai que Amadeus mettait justement en avant le fait que les femmes étaient extrêmement moteurs dans ces prises de décision. Alors est-ce qu'il y a un rapport sur le fait que les décisions de voyage sont plutôt l'apanage des femmes, entre guillemets, et le fait que les femmes s'orientent plus dans des carrières touristiques? Je ne sais pas si on peut faire un pont de cette manière-là, mais ça reste tout de même une réalité probablement à prendre en compte. En préparant la table ronde, c'est une des questions qu'on s'est posées et on s'est dit, mais finalement, comment est-ce que l'on prend le problème? Est-ce que l'on prend le problème par l'offre, par la demande, par la consommation, par le marketing? Donc là, volontairement, on a cherché et retenu le fait de rentrer plutôt par les compétences, par les métiers. Mais en tout état de cause, c'est une vraie question. Et en termes de marketing, c'est toujours plus facile. Et on a toujours les grands clichés, vous savez. On s'adresse toujours à la ménagère de plus de 50 ans, etc. Parce que c'est elle qui choisit la destination. Bon, bref. N'empêche que c'est un vrai sujet. Et puisqu'on arrive au terme de cette table ronde, on va essayer de donner quelques mots-clés en termes de synthèse. Alors tout d'abord, le tourisme a-t-il un genre? On voit qu'on a très largement dépassé ce débat. Et il y a encore... Oui, tout à fait. C'est une étude qui a été... Tout à fait. Oui. C'est une étude qui a été faite par le cabinet ITAC et qui a été publiée très récemment. En effet, il y a cette question-là, et à l'inverse, pour la partie féminine, justement, il y avait de vrais questionnements sur où est-ce que vous entrez, à quelle position vous entrez sur le marché du travail, et quel est votre rythme d'évolution. Et pour le coup, justement, pour les métiers du tourisme et pour les femmes, ce rythme est relativement lent en France si vous n'entrez pas directement à des postes de direction. Il y a un côté peut-être beaucoup plus facilitante, mais aussi c'est peut-être lié à l'organisation de la cellule familiale. Peut-être que... Un contrat, oui, d'accord. D'accord. Oui, mais est-ce que c'est parce que c'est le deuxième salaire? Est-ce que c'est considéré... Enfin, c'est vrai que ça pose plein de questions derrière. D'accord. Donc des mots-clés que l'on peut avancer, c'est finalement, au-delà du débat homme-femme, c'est des questions d'opportunité sur l'organisation du travail, du temps de travail. On arrive sur des questions de flexibilité, d'acceptabilité de certains types d'emplois, de métiers. Finalement, raisonner comme ça, demain, c'est peut-être un facteur d'innovation, parce qu'on va rajouter aussi de la compétence et de la créativité dans les entreprises, dans les destinations. Essayons de raisonner beaucoup plus sur l'efficacité, sur la capacité entrepreneuriale, sur l'intelligence collective, sur les réseaux, dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, il y a quand même un élément qu'on a abordé, c'est tout ce qui est le contenu des formations, le contenu de la formation initiale, mais le contenu des formations aussi tout au long du parcours. Et derrière, on arrive rapidement entre ce que l'on a dit tout à l'heure et l'étude ITAC sur la valorisation des métiers et des services. Et sachant qu'on est en plus dans un métier de service et d'accueil, il y a des écueils là qu'il faudra lever dans les années à venir, sans doute. Il nous reste à vous applaudir, à vous remercier, Charlotte, Marien et Sonia.